écoutez, c'est le moment pour nous d'arriver à la troisième partie en fait, de cette journée, qui est une partie qu'on a intitulée Gouvernance. Alors, si comme moi, votre dictionnaire, même le Grand Larousse, date d'avant 1990, vous ne trouverez pas la définition. Pour ça, c'est normal, puisque ce terme qui est d'une étymologie anglaise, qui dit governance, était un terme utilisé beaucoup et a émergé dans les années 90 et désignait de manière générale le pouvoir politique ou étatique. Ce n'est que récemment que ce terme, ce concept, s'est étendu à la sphère économique et notamment dans la gestion des entreprises. Et c'est là aujourd'hui que nous sommes dans cette définition pour voir comment ce titre de gouvernance a un impact sur les sujets de mixité en entreprise. Et je vous laisse découvrir en quelques verbatims ce qu'on peut voir sur la place de nos réseaux. La photo ne donne pas franchement envie de travailler avec elle. Mais par contre, elle est très belle. Ce joli sourire fera du bien et apportera de la fraîcheur dans ce monde austère des dirigeants des grands groupes. Superbe. Elle a de très beaux yeux et un très beau sourire. Ça montre qu'elle a les capacités de très bien manager. Ils ont hésité entre elle et Jean-Marie Bigard. Les profils étaient tellement similaires qu'ils ont dû faire un tirage au sort. Elle a fait du X. Non, elle a fait l'X. Mais on ne dit pas directrice générale dans ce cas-là? Elle est directrice, mais c'est un poste de directeur. Ah, et le crash boursier alors, c'est pour quand? Eh bien, c'est l'effondrement garanti du CAC 40. La discrimination positive, sous toutes ses formes, c'est quand même de la discrimination. Si une femme est valable tout naturellement, elle peut accéder à ce poste. Des quotas. Des quotas. Gagner sa place au soleil par le biais d'une loi, c'est juste méprisable. Le recrutement devrait se faire sur la base de la compétence et non sur le sexe. Un bel exemple de sexisme pour cette nomination. Les femmes PDG des grands groupes n'ont pas montré une très grande réussite. On n'a pas besoin de faire des lois, de forcer le passage. En général, les gens qui font cela révèlent une immaturité de caractère. Être un homme ou une femme, ça ne devrait pas être un critère de promotion ou de choix. Si ça ne l'était pas, il y a belle lurette que les comités de direction seraient mixtes. Madame la ministre, Madame la députée, chère Marie-Pierre, Mesdames, Messieurs. Alors, ces verbatims farfelus que nous venons d'entendre, je précise qu'ils sont réels, qu'ils sont tous trouvés sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter, YouTube, ou même encore dans les commentaires d'articles du Monde. Ils ont été recopiés stricto sensus afin de vous les interpréter. Nous, le groupe qui avons travaillé pendant quelques mois sur la thématique gouvernance et mixité. Bon, tout ça, c'est la faute du tigre. Oui, du tigre. Car quand l'Homo sapiens s'est retrouvé face au tigre, il a dû comprendre en un rien de temps que les intentions du tigre étaient les mêmes que celles du lion. Alors, dans le cerveau de l'Homo sapiens, des mécanismes de classement, de remontée d'informations ultra rapides se sont mis en place, lui permettant de décider et d'agir vite, et surtout de sauver sa peau. Encore aujourd'hui, nos cerveaux fonctionnent sur ce même principe. Nous continuons à classer les choses, les êtres vivants, et à prendre des décisions ultra rapides en fonction de cela. C'est aussi ce mécanisme qui est responsable de nos biais cognitifs. Alors par exemple, si je suis une lycéenne et que je m'interroge sur mon avenir, je suis bonne en sciences, bonne en maths, je vais naturellement choisir un métier qui, à ma connaissance, peut être tenu par une femme. Si je suis un directeur, une directrice, et que je cherche un collaborateur direct, je vais choisir inconsciemment un candidat qui me ressemble, même école, même sexe.
Alors, du fait de l'histoire patriarcale de notre société, on constate en mai 2022 que bien qu'il y ait 58% d'étudiantes au niveau du second cycle, 38% de femmes seulement sont cadres, tous secteurs confondus, et 18% dirigent une entreprise. Et même si le chiffre vient de tripler depuis peu, il reste extrêmement faible. 3 femmes sont à la tête d'une entreprise du CAC 40. Alors pour nous, les entreprises du cercle Interrel, le défi est d'autant plus grand que le secteur de la tech est majoritairement masculin, et ce dès les études. 28%, c'est le pourcentage d'étudiantes en école d'ingénieurs. Toutefois, depuis plus de 10 ans, plusieurs entreprises donc, du cercle comme IBM, Orange, Engie ont mis en place de nombreuses actions œuvrant en faveur de la mixité. Des actions pour pallier nos biais cognitifs. Alors finalement, on constate que 7, si vous voyez, de nos entreprises ont déjà dépassé les 30% de femmes dans les instances dirigeantes et sont à l'attendu de la loi Rixain, qui est, je vous le rappelle, d'avoir 30% de femmes donc, dans les instances dirigeantes en 2027 et 40% en 2030. Donc, comme vous pouvez aussi le constater, 4 ont également franchi la barre des 40%. Alors, on se souvient de la loi Copé-Zimmermann, qui, en 2011, fixe un quota de 40% de femmes dans les conseils d'administration à fin 2016. Cette loi nous a permis de faire un bond de plus de 30% de femmes en 10 ans dans ces instances, et à faire de la France la championne de la mixité au niveau international. Alors on se dit que grâce à la loi Rixain sur les quotas des instances dirigeantes, on devrait être capable de faire bouger les lignes. Cette question, nous l'aborderons avec les 4 dirigeantes qui nous rejoindront en deuxième partie pour la table ronde. Mais avant cela, je passe le micro à Frédérique Wittmer et j'invite à venir nous rejoindre Marie-Pierre Rixain, députée de l'Essonne, présidente de la délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, avec qui nous avons l'honneur de pouvoir aborder en direct la genèse de sa loi. Alors, bonjour, Marie-Pierre Rixain. Nous avons beaucoup de plaisir à vous accueillir dans cette table ronde. Nous allons bien entendu parler de votre loi, des enjeux qu'elle soulève pour les femmes, pour nos entreprises, pour la société. Et puis, comme le rappelait Lucie à l'instant, nous poserons aussi la question du défi que cela représente dans la gouvernance de nos entreprises. Alors, tout d'abord, permettez-moi de vous remercier d'être ici aujourd'hui, de nous accorder un moment assez privilégié, en direct, alors que vous êtes en pleine campagne législative pour le renouvellement de votre mandat de député. Donc, merci pour ça. Donc, comme le disait Lucie à l'instant, la loi porte un cadre légal, des obligations, des objectifs de mixité, de 30% d'ici à peu près à 4 ans, puis de 40% d'ici à 8 ans, sur une proportion de femmes parmi les cadres dirigeantes et dans les instances dirigeantes des entreprises. Alors, pour ma première question, j'aimerais d'abord vous demander, finalement, qu'est-ce qui vous a amené à travailler sur ce sujet ? Quelle a été vraiment la genèse en fait de cette loi ? D'abord, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être avec vous. C'est une petite pause bien agréable, je ne vous le cache pas. Alors, peut-être le point de départ, il est double. D'abord, à la délégation aux droits des femmes, on a travaillé sur beaucoup de sujets. Mais on n'avait pas véritablement encore travaillé sur les enjeux économiques. Et donc, en septembre 2020, j'ai lancé une mission d'information dont j'étais moi-même rapporteure. On a commencé à travailler, à mener un certain nombre d'auditions dès le mois de septembre, avec des acteurs très différents.
Et en fait, très rapidement, au bout de 3 semaines, j'ai commencé à être passablement énervée parce que les réponses à mes questions sur pourquoi les femmes accédaient moins au financement ou pourquoi il y avait moins de femmes dans des postes à responsabilité étaient « on veut bien des femmes, mais on n'en trouve pas. On veut bien financer des femmes, mais elles ne veulent pas d'argent. » Bon. Donc évidemment, quand on vous répète ça 2-3 fois par jour, vous commencez à être un petit peu énervé et vous dites que probablement qu'il y a quand même un problème de perception et de construction sociale. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ensuite, nous avons donc évalué la loi Copé-Zimmermann en janvier 2021. Et effectivement, on s'est rapidement rendu compte qu'il fallait passer la vitesse supérieure dans le laps de temps qui nous restait si on voulait avancer sur la place des femmes dans les instances de direction. Donc ça, c'est les 2 premiers points. Mais néanmoins, je l'ai souvent dit et je le répète ici, moi, je ne voulais pas faire d'une loi qui soit uniquement une loi qui s'adresse aux femmes dirigeantes, mais bien de rappeler en fait que les femmes avaient leur place dans la sphère économique, quelle qu'elle soit, quel que soit leur âge, leur parcours professionnel, leur formation, qu'elles aient des enfants ou non, et donc de faire des femmes des sujets économiques à part entière, parce que je crois que finalement, l'origine du problème est là, c'est la place des femmes dans l'économie, la contribution identifiée et apparente des femmes à la création de richesses. Et je vous rappelle simplement que, par exemple, lorsqu'on parlait de construction sociale tout à l'heure, les petites filles, y compris dans notre pays, touchent par exemple moins d'argent de poche que les garçons. Donc c'est quelque chose qui est qui a ses racines également dans l'enfance, et il faut absolument effectivement qu'on revienne sur ces principes de place des femmes dans notre économie. Merci pour cet éclairage. Quand on lit les différents articles de votre loi, on y voit effectivement finalement presque beaucoup de bon sens. On se dit que c'est assez évident, que ça pourrait même être assez simple finalement. Et du coup, on se demande comment on puisse dérouler les négociations. Elles n'ont peut-être pas été aussi simples et aussi évidentes que ça. Est-ce que vous pourriez nous dévoiler un peu plus sur votre méthode de travail et peut-être les freins aussi et les obstacles que vous avez dû surmonter ? Évidemment, des obstacles, il y en a eu quelques-uns. Et je sais qu'Elisabeth Moreno était là tout à l'heure et elle a également contribué à ce que certains se lèvent. L'obstacle majeur, c'est quand vous touchez à un entre-soi. Vous touchez à des règles qui ont été faites par des hommes, pour des hommes, dans un monde d'hommes. Donc nécessairement, il y a une forme d'entre-soi qui a été créée, vous créez des inquiétudes, et donc eh bien, ça peut parfois créer des inquiétudes. Elles ont été levées très rapidement. Pourquoi ? Parce que d'abord, je pense qu'on ne m'a pas vu venir. C'est l'avantage de ne pas forcément être d'être un peu invisible. Ça, c'est le premier point. Je pense qu'on ne connaissait pas. Donc, on pensait que j'étais la gentille députée qui allait sourire sur la photo. Et en fait, ce n'est pas trop mon caractère. Donc moi, j'ai rapidement dit qu'effectivement, ce texte, quoi qu'il arrive, il serait déposé en l'état, tel que je l'avais construit. Même si j'avais rapidement pris conscience que, notamment sur cet article des quotas, l'article tel que je l'avais écrit butait à un certain nombre de difficultés juridiques et que je créais des mesures d'échappement, comme on dit. Donc je l'ai rapidement réécrit au moment du passage en commission. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en fait, je pense que tout le monde a compris que j'étais aussi raisonnable et que le sujet n'était pas de sanctionner les entreprises. Ce n'était pas du tout ma manière de faire. Le troisième point, c'est que j'ai vraiment souhaité travailler dans une forme de consensus à l'Assemblée nationale, donc que tous les groupes politiques
puissent se retrouver dans ce texte, que tout le monde puisse apporter sa pierre à ce texte. Et c'est pour ça que je pense qu'il a été voté à l'unanimité. C'est parce que tout le monde, à un moment donné, a pu se retrouver dans le texte. Donc ça, c'est la méthode. Et puis, les blocages, ils ont été levés parce qu'il y a 5 personnes qui m'ont fait confiance. Il y a Elisabeth Moreno m'a fait confiance, Elisabeth Borne m'a fait confiance, Richard Ferrand, Christophe Castaner et le président de la République. Donc je le dis parce que, évidemment, sans ces 5 personnes-là, le texte n'aurait pas pu aboutir. Et c'est ce qui fait qu'à chaque fois, les blocages qui pouvaient être identifiés ont pu être levés. Et notamment, puisqu'on est ici devant le cercle Interrel, l'une des recommandations que l'on m'avait fait, notamment de la part de certaines organisations professionnelles, patronales, était de faire en sorte que le quota soit proportionnel à la féminisation du secteur. Voilà. Donc évidemment, très rapidement, j'ai écouté. Je suis toujours très bonne élève. Moi, j'écoute, je souris. Et en fait, évidemment, c'est une proposition que je ne pouvais pas retenir, puisque l'objectif même, et je crois que vous l'avez largement dit ici, était bien de permettre d'abord d'envoyer un signal à votre écosystème, à cet écosystème des métiers des technologies et du numérique, aux jeunes filles, en leur disant qu'elles auraient une place également dans les instances de direction. Et donc, évidemment, que c'est un message important. Et puis que, par ailleurs, on sait très bien que c'est une chose de la féminisation d'un secteur, c'en est une autre de la gouvernance et de la place des femmes dans les instances de gouvernance. Et d'ailleurs, très honnêtement, quand on regarde les chiffres de la place des femmes dans les instances de direction, on se rend compte très rapidement que finalement, c'est moins une question de féminisation des secteurs qu'une question de volontarisme des instances de direction de vouloir féminiser leur entreprise. On a aujourd'hui des entreprises qui interviennent dans les milieux industriels, des STEM, du bâtiment, de l'énergie, qui ont des instances de direction avec parfois 30 à 35% de femmes d'ores et déjà dans leurs instances de direction. Inversement, on a des métiers qui sont plutôt, en tout cas des secteurs plutôt à dominante féminine, je pense notamment à des groupes par exemple qui travaillent dans le luxe, où on peut avoir 15 à 18% de femmes dans leur instance de direction. Donc on voit bien que c'est vraiment une volonté de la part de la direction de l'entreprise de vouloir agir sur ce levier-là, et moins finalement qu'une question de féminisation d'un secteur d'activité. Merci. Pour conclure cette première partie, avant d'entamer le reste de la table ronde, j'aurais peut-être une dernière question. Qu'est-ce qui lui manque à cette loi? Qu'est-ce que vous aimeriez peut-être proposer à l'avenir? Si vous pouvez nous en dire un peu plus. Ah, il manque beaucoup de choses. C'était une proposition de loi, donc avec beaucoup d'humilité, il faut avoir en tête que ce n'était pas un projet de loi, donc quelques articles qui visaient à résoudre des blocages, notamment de la place de la priorisation des familles monoparentales dans l'obtention de places en crèche, la question des comptes en banque, la question évidemment de l'accès des femmes au financement. Donc on a essayé de lever des blocages que l'on avait identifiés. Maintenant, il reste beaucoup d'autres sujets à lever en matière notamment de la place des femmes dans notre économie. Je pense que l'un des sujets véritablement sont les enjeux de fiscalité. J'en parle très souvent, mais tant qu'on aura une feuille d'impôt où il y aura un déclarant 1 et un déclarant 2, je ne vois pas comment les femmes pourraient être considérées comme des sujets économiques à part entière. Véritablement, c'est un vrai sujet. Je pense aussi qu'on a encore, on parle vraiment de grands groupes, mais il y a tout un sujet qui concerne les PME. Et je pense véritablement qu'il faut qu'aujourd'hui, les banques, c'est pas nécessaire forcément de passer par la loi, mais il faut que les banques prennent également leur place aujourd'hui dans l'accès des femmes au financement. Et puis je pense, et là ça passe pas nécessairement par la loi, mais ça peut aussi passer par la loi, et vous en avez parlé je crois largement ce matin, qui est la question du partage
des tâches familiales et domestiques. Parce que tant qu'on n'aura pas ce rééquilibre-là, qui est fondamental, parce que je ne crois pas qu'il soit bon dans une société, dans une économie, que la majeure de la partie de la création de richesse soit uniquement portée par des hommes. Je ne crois pas que ce soit sain pour une économie. Et je ne crois pas non plus que ce soit sain pour une société, pour des familles, pour des enfants, que la majeure partie de l'éducation soit uniquement portée par des femmes. Donc je crois qu'il faut qu'on arrive à recréer de l'équilibre. C'est ce qu'on essaie de faire à travers ces principes qui peuvent paraître parfois un peu coercitifs. Mais je crois que c'est au final une bonne chose pour à la fois notre économie, notre société. Et puis je crois que c'est bon aussi de dire aux hommes que tout cela leur est également bénéfique et qu'ils pourront peut-être avoir plus de temps personnel pour aller pêcher ou s'occuper de leurs enfants. Merci. Il est temps pour moi de passer le relais à Catherine Ladouce, cofondatrice, présidente honoraire du Cercle Interrel. Donc j'invite les dirigeants à nous rejoindre. Laurence Comte-Arasus, directrice générale de GE Healthcare. Juliette Macret, vice-présidente IBM Europe, Moyen-Orient et Afrique. Jean-Sébastien Blanc, DGA de NJ France. Et Éric Lallier, PDG de Lenovo France. Merci beaucoup Frédéric et merci Marie-Pierre. Et on te garde parce que je crois qu'en effet, ce qui est important, c'est la loi, c'est important et les réseaux ont été à tes côtés pour en effet accompagner avec Madame la ministre et Elisabeth, qu'on est tellement heureux d'avoir aujourd'hui. Mais surtout, c'est la mise en œuvre. Donc là, en effet, cette table ronde, c'est de voir avec les dirigeantes et les dirigeants qui sont là, comment est-ce qu'ils mettent en œuvre en fait cette loi et surtout, au-delà de la loi, en fait, toute la féminisation du leadership qui est tellement important dans notre secteur. Alors, je vais démarrer donc avec Laurence, qui est à côté de moi, Laurence Comte-Arasus, qui est General Manager de GE Healthcare, France, Belgique, Luxembourg, Afrique francophone. Vous êtes arrivé il y a maintenant un peu plus d'1 an, c'est ça, à la direction de cette grande division de GE, mais après avoir travaillé dans le secteur technologique de la santé, puisque vous étiez la présidente de Medtronic France. Et alors, il est vrai que GE fait partie des entreprises fondatrices du Cercle, forte d'un réseau de femmes dont de nombreuses personnes sont représentées là aujourd'hui, qui a, je crois, 25 ans. Donc, tout à fait, 25 ans au niveau mondial, qui a été très vite suivi par la France. Et le nom était intéressant, notre premier réseau. Il s'appelait Athéna. Athéna, voilà, évidemment, un beau symbole. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir justement dans un groupe international, et on en avait parlé d'ailleurs à l'époque, au moment de la définition, la construction de la loi, dans un groupe international, donc, il y a évidemment des salariés à travers le monde et des salariés en France, finalement, appliquer la loi Rixain, est-ce un défi, je dirais, pour votre entreprise, de par notamment l'organisation et de vos structures? Et puis surtout, comment est-ce que vous allez mettre en œuvre, je dirais, cette loi, notamment pour finalement accepter cette loi et faire en sorte que vous puissiez attirer et garder les talents féminins d'entreprises comme la vôtre? Alors j'ai envie de commencer parce que tout à l'heure, on a discuté de quelle était notre mission. Donc moi, hormis le fait, bien évidemment, d'être la général manager ou manageuse de cette grande zone, je suis déjà là pour vraiment faire la promotion de la diversité, de l'inclusion. Parce que même quand on veut être un acteur économique, comme ce qu'on discutait tout à l'heure, on a besoin de cette diversité pour faire de l'économie. Et ça, je pense que c'est vraiment le premier point. Donc, j'ai envie de vous remercier pour cette bataille qui est, je pense, la bataille que l'on a tous dans cette salle, mais qui est loin d'être suffisante. Loin d'être suffisante parce que cette loi, si j'ai bien compris, elle s'adresse aux 300 entreprises à peu près qui font plus de 1000 employés. Donc, il y en a d'autres personnes qui vont intervenir après, qui font moins. Je pense que c'est, j'allais dire, un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Il faut qu'on travaille tous sur cet élément. Il faut aussi qu'on pense tous pourquoi on veut mettre en œuvre cette loi et comment on peut la mettre. Moi, j'ai la chance de travailler dans ce qu'on appelle une entreprise matricielle. Donc, en effet, ce n'est pas très hiérarchique.
je peux dire j'ai un comité de direction, et j'en suis très fière, il y a un certain nombre de personnes qui sont dans la salle, j'ai 45% d'éléments féminins dans mon comité de direction. Ça, sur un papier, c'est super. Maintenant, la réalité, ça veut dire quoi? Dans une entreprise comme General Electric Healthcare en France, on n'a pas vraiment, en fait, de comité de direction. On va avoir des comités de pilotage. Alors, ce que je ne voudrais pas, c'est que cette loi, eh bien, elle nous fasse transformer nos comités de pilotage avec des beaux pourcentages. On va y mettre un peu plus de femmes des fonctions, parce qu'en général, on va retrouver un peu plus d'éléments féminins. Mais au final, qui décide? Qui va vraiment influencer la stratégie, la vision, cette diversité? Et je pense que c'est ça le plus important. Donc, c'est pourquoi on fait les choses. Donc, la fierté qu'on a chez General Electric Healthcare, ces sujets sont vraiment pris à bras-le-corps. J'aime à penser que c'est l'une des raisons pour laquelle j'avais été recrutée, d'ailleurs. J'aime aussi, d'ailleurs, quand l'ensemble de mes collaborateurs et collaboratrices travaillent sur le sujet, parce que j'étais là depuis ce matin et quelquefois j'ai été un petit peu heurtée. Il y a les femmes, mais pas que les femmes. Et ça doit être une affaire d'hommes et de femmes. Un travail d'équipe, et qu'on ne retrouve pas un bon nombre de femmes dans les fonctions et très peu dans les équipes commerciales. Moi, je n'ai fait quasiment uniquement que du management. J'étais l'une des premières femmes dans mon premier comité de direction. J'avais 26 ans et je peux vous dire que tout ce qu'on a vu tout à l'heure, je pense que je les ai toutes entendues, sans aucune exception. Donc, je pense qu'il reste beaucoup de travail. Cette loi, elle est obligatoire. On doit la mettre en action, pas que dans les grosses sociétés, et surtout qu'on réfléchisse au sens dans lequel on la met en action. Pas simplement le pourcentage, mais que vraiment les femmes puissent avoir un pouvoir d'action. Merci, je crois qu'on est tout à fait d'accord avec vous, Laurence. Et c'est vrai que c'est dans cet esprit, je dirais, que des entreprises justement qui ont été pionnières, et là je vais m'adresser à celles qui représentent l'entreprise où moi j'ai fait mes premières armes et dans lesquelles, au moment où nous avons créé le Cercle Interrel il y a plus de 20 ans. Donc je vous présente Juliette Macré, donc, qui est cadre dirigeante chez IBM, qui est vice-présidente en charge du développement cloud EMEA et exécutive sponsor du réseau d'IBM. Alors c'était Béatrice Kosowski qui était annoncée, malheureusement elle ne peut pas être avec nous aujourd'hui, mais enfin vous voyez, les femmes chez IBM répondent à l'appel immédiatement. On l'a appelée hier soir et elle est là ce matin sur scène. Donc, on peut la remercier. Alors c'est vrai que aujourd'hui, chez IBM, le COMEX est paritaire depuis déjà pas mal d'années, donc on n'a pas attendu la loi Rixain pour avoir ce COMEX paritaire. Mais ce qui est important, c'est de savoir aussi, au-delà du pourcentage, c'est exactement ce que vous disiez, Laurence, c'est qu'est-ce que ça signifie en fait pour l'entreprise et finalement comment est-ce que dans un monde quand même technologique qui reste dominé quand même même quantitativement par les hommes, comment est-ce que vous arrivez à identifier les talents féminins, les faire monter et les faire s'épanouir dans un milieu où, quoi qu'il en soit, ça reste quand même dominé par un genre? Alors d'abord, c'est un immense plaisir que d'être parmi vous aujourd'hui et donc je relève le défi de remplacer ma présidente. Donc oui, IBM n'a pas effectivement attendu la loi Rixain pour être à la parité. Aujourd'hui, donc ça a été sous l'impulsion d'un homme, il faut bien le dire, notre précédent président, directeur général, Nicolas Sekaki. Ça a été poursuivi par Béatrice. Donc on est à plus de 40%. Donc dans les entreprises, on était sur la slide, j'ai vu parmi les 4 entreprises à plus de 40. Alors ça ne s'est pas fait en un jour, c'est vrai. C'est toute une politique d'abord de diversité, d'inclusion. On a à cœur chez IBM plusieurs règles. La première, d'abord, c'est une règle de conduite dans les affaires. Depuis une dizaine d'années maintenant, nous avons aussi des règles et des formations obligatoires sur la lutte contre le sexisme, la discrimination. Tous les managers, nous avons une formation pour l'ensemble des salariés, nous avons une formation pour les managers plus spécifiquement, pour la tolérance zéro, je dirais, face à cette discrimination. La deuxième chose, l'importance des réseaux. Ces réseaux, tu l'as dit, Catherine, existent et la liberté aussi de ces réseaux dans l'entreprise. Ils ont un pouvoir, il faut bien le dire. Ils ont des interactions
plus que fréquentes. Sylvaine, notre présidente, est là. On a des interactions tous les mois avec la DRH d'IBM France. Ils se font entendre. Ils sont là bienveillants. Ils ont un regard bienveillant aussi sur les dirigeants de l'entreprise pour veiller à ce que cette mixité et cette parité soient au rendez-vous. Et puis, alors tu l'as dit, on est dans un secteur quand même un peu challenging, il faut bien le dire, pour trouver des candidates. Donc là aussi, IBM a à cœur à la fois de promouvoir cette diversité à l'extérieur, dans les écoles, aussi à différentes actions auprès des instances publiques. Et là aussi, notamment le réseau Women at IBM intervient au plus tôt dans les écoles. On mène des ateliers robots pour sensibiliser aussi les jeunes filles à la pratique de la technique, à la sensibilité aux mathématiques. Voilà, alors après, je dirais qu'une politique pour moi inclusive et diverse permet aussi d'attirer ces talents. Donc c'est extrêmement important de le valoriser dans à la fois nos entretiens d'embauche, d'avoir des rôles modèles, des interviews aussi qui sont menées par des hommes et par des femmes. Donc c'est à tous les niveaux, je dirais, à tous les niveaux dans les promotions, bien sûr, on revoit. À chaque fois, on se pose la question, est-ce qu'une femme peut prendre le job ? Donc oui, c'est à chaque jour, chaque instant, dans toutes les couches de l'entreprise, pas seulement le COMEX. Mais voilà. Donc après, je vais juste terminer là-dessus. Le plus gros ennemi, peut-être, c'est la femme elle-même, qui ne s'en sent pas toujours capable. Et là aussi, on aide avec du mentoring, du coaching. Ça, j'y crois beaucoup. On parle effectivement des rôles modèles. On a Béa, j'imagine, le nombre de mentis, je n'ai pas son nombre de mentis femmes qu'elle a auprès d'elle, mais c'est énorme. Moi-même, j'en ai un très grand nombre et c'est important de ne pas être son pire ennemi pour prendre un job et avoir des velléités à être promu. Oui, absolument, Juliette. Merci beaucoup de ces témoignages. Et justement, de ta remarque sur les femmes, je voudrais juste signaler une étude qui vient de sortir, qui a été faite par Viviane de Beaufort, auprès de toutes les femmes qui ont suivi cette formation de Women on Board Ready. Je crois d'ailleurs Anne-Marie Rocco, dans Challenge, en a fait un descriptif il y a quelques jours, et qui montre en effet que les femmes, pour des tas de raisons, sautent le pas, ne veulent pas sauter le pas, justement, et refusent. Alors bon, on ne va pas rentrer dans la politique avec les refus, soi-disant, je dirais, des postes de Premier ministre, mais disons, restons dans l'entreprise privée, sous une ministre étant là, il faut faire attention à ce qu'on dit, mais restons donc sur le secteur privé. Ceci étant, c'est vrai que c'est un point important, et je crois qu'en effet, il faut à la fois convaincre les hommes, mais aussi les femmes de pouvoir accéder au pouvoir. Alors maintenant, je m'adresse aux hommes, nous allons quand même leur donner la parole dans cette table ronde mixte, mais j'ai donné la parole aux femmes d'abord. Donc, Jean-Sébastien Blanc, nous sommes ravis de vous accueillir. Vous êtes directeur général adjoint ressources humaines chez Engie. Alors, vous avez pris la direction des ressources humaines chez Engie il y a plus d'un an, après un parcours de DRH dans des très grands groupes, tout à fait emblématiques, que ce soit PSA, Danone, Plastic Omnium, et vous entrez dans une entreprise, je dirais, aussi emblématique, puisque qu'on cite très souvent en exemple, avec à la fois un réseau de femmes présidé par Elisabeth Richard, avec une femme à la tête, donc la direction générale, qui est restée seule pendant quelques temps, et puis là maintenant qui a été rejointe heureusement par une autre chez Orange, Christelle Edelman, avec donc Catherine McGregor. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir, comme vous êtes en charge des ressources humaines, donc en effet, Engie n'a pas attendu la loi Rexin pour avoir une politique volontariste dans ce domaine, mais comment est-ce que vous analysez en fait cette acceptabilité de la loi? Et dans le cadre de notre entretien, vous aviez aussi parlé d'une sorte de cercle culturel en termes de management pour faire en sorte qu'il y ait une vraie transformation dans l'entreprise, je dirais au-delà de l'atteinte d'objectifs chiffrés. Donc est-ce que vous pouvez développer donc votre vision sur les ressources humaines pour qu'elles s'adaptent finalement à cette ambition? Merci beaucoup. Je suis très intimidé d'être devant vous aujourd'hui parce que c'est un sujet qui a beaucoup d'importance. Je voudrais partager avec vous une anecdote personnelle et puis 3 convictions. L'anecdote personnelle, c'est que je me suis rendu compte
de l'importance de ce sujet de la féminisation le jour où, en tant que père de famille, j'ai deux fils et 2 filles, je me suis rendu compte que je n'éduquais pas mes filles de la même façon que mes fils. Alors que je suis DRH depuis 30 ans et que je suis porteur de l'égalité, et je me suis rendu compte que, en fait, j'étais personnellement en train de reproduire des mécanismes, comme vous le disiez très justement, qui datent de plusieurs décennies ou plusieurs millénaires. Et 3 convictions qui font que c'est un parcours où je n'arrête pas d'apprendre, et encore aujourd'hui, je vous remercie encore Madame la Présidente, j'ai beaucoup appris de votre intervention tout à l'heure. 3 convictions. La première, c'est que la mère des batailles, c'est de travailler sur les biais cognitifs. Et ça fait partie des actions fondamentales que l'on mène dans l'entreprise. Les décisions qui sont prises sont toutes biaisées. La question, ce n'est pas d'arrêter d'avoir des biais, c'est de faire en sorte d'en avoir conscience. Et la première décision qui est avec qui on travaille, à qui on donne des responsabilités, comment on anime une réunion, comment on juge de la responsabilité ou de la capacité de quelqu'un, cette analyse-là, elle est forcément biaisée. D'où l'importance dans l'entreprise d'avoir des équipes de direction qui sont diverses. C'est parce que nos biais, si la liberté de parole est là, vont pouvoir se compenser. À la fin, on pourra prendre de meilleures décisions ensemble. Mais la mère des batailles, c'est le biais cognitif. Et c'est d'avoir cette conscience-là, cette conscience permanente et renouvelée. Et pourquoi c'est la mère des batailles? On en vient à la deuxième chose. C'est que la deuxième mère des batailles, c'est d'arriver à réfléchir à la promotion des femmes autrement que sur les critères des compétences masculines. Une femme qui manage a des compétences. On peut applaudir. On est d'accord. A des compétences, a des capacités. Et on ne peut pas dire qu'il y a des compétences féminines et il y a des capacités masculines, mais il y a une façon de les juger, de les évaluer et de les faire progresser. Et ça, c'est assez fondamental. Et ça, j'en ai pris conscience puisque j'ai eu la chance d'aller vivre en Asie et de me rendre compte que le leadership d'un Chinois n'est pas le même que celui d'un Australien, n'est pas le même que celui d'un Français. Et que les Français jugeaient de la performance des Chinois avec leurs biais. Donc il faut débiaiser tout ça, de façon à ce qu'à la fin, on juge les compétences, les qualités, mais qu'on se dise, j'ai besoin de tel type de compétences et de qualités pour un poste, mais en ayant réfléchi de façon très large. Je vais vous donner un exemple très concret. La directrice générale de GRDF chez nous. GRDF, c'est une grosse entreprise de 13 500 salariés qui est fondamentalement une entreprise d'ingénieurs et de techniciens. Cette directrice générale est une femme qui a fait Dauphine, qui n'est pas forcément une école d'ingénieurs, mais qui a des capacités et des compétences de management, de décision, du courage et la capacité à écouter des sujets techniques alors qu'elle n'est pas technicienne elle-même. Ça, c'est la vérité d'un travail de RH et de management qui est courageux, qui à un moment donné de se dire c'est quoi ce dont on a besoin et de le trouver chez les femmes. Et si on fait ce travail-là, il n'y a plus de problème sur le long terme ou sur le moyen terme parce qu'on pourra promouvoir des femmes, non pas parce que c'est des quotas, non pas parce que ceci, cela, mais parce qu'elles ont les capacités pour réussir. Et mon troisième message, et après ça j'ai compris que vous vouliez prendre la parole, ou vous voulez peut-être intervenir maintenant? Pardon. Ma troisième conviction qui est très importante, et c'est pour ça que c'est très bien qu'on soit ensemble, c'est que c'est un travail qu'on doit faire ensemble, les hommes et les femmes. Moi, j'ai beaucoup d'hommes qui viennent me voir en me disant ma carrière, elle est foutue. Ouais, t'as vu, une telle a été nommée, de toute façon, c'est comme ça, etc. D'abord, je leur dis écoutez, moi, il y a 1 an, j'ai été recruté. Je ne suis pas forcément le modèle féminin le plus abouti. Hein. Et la deuxième chose, je leur ai dit écoutez, les gars, c'est très simple. Votre part de marché, c'était 90%. Vous avez 90% des beaux jobs. On va passer à 60 ou 50%. D'abord, ça vous laisse de la place. Et ensuite, vous n'avez qu'à être meilleur et comprendre comment elles peuvent arriver à réussir là où vous ne réussissez pas. Bravo. Merci beaucoup Jean-Sébastien. Bon, peut-être que Marie-Pierre, si tu veux réagir tout de suite, ou alors alors on donne la parole à Éric. Alors, elle est timide. Hein. Alors, Éric Lallier. Alors, c'est vrai que Lenovo, fort de ses 300 salariés en France, n'est pas soumis à la loi. Donc, on se dit pourquoi Éric Lallier est sur scène, simplement parce que c'est mon ancienne boîte et je n'ai pas osé lui dire non, tu peux pas parler. Donc... Merci beaucoup, Catherine.
Bon, ceci étant, je pense que, en fait, ce qui est important, on en a beaucoup parlé aussi, parce que l'une des critiques de la loi, Marie-Pierre le sait bien, c'est justement ce fameux seuil à 1000 salariés. Et du coup, c'était intéressant finalement d'avoir quelqu'un qui représente une entreprise qui n'est pas encore, bon, il va falloir recruter un peu plus pour arriver à 1000, parce que c'est de voir si cette loi peut être emblématique aussi et peut être incitateur, enfin un outil incitateur ou vraiment un moteur pour les autres entreprises, parce que justement il peut y avoir plus d'attractivité, il y a donc une politique qui va attirer les talents féminins, notamment dans un secteur qui souffre en effet de cette carence. Donc c'est pourquoi je te donne la parole, Eric, pour que tu, je dirais, chez Lenovo et notamment en France, quelles sont les actions que tu vas mener, et si tu étais soumis à cette loi, qu'est-ce que tu ferais pour avoir donc tes 30%, mais plus rapidement que 5 ans, donc au comité exécutif. Merci beaucoup, Catherine, de cette opportunité. Bonjour à toutes et à tous. Et c'est effectivement un point sur lequel je suis toujours interrogé, et je suis très honoré et vraiment ravi que vous soyez à côté de moi, parce que c'était la première question que j'aurais souhaité vous poser. Pourquoi on s'arrête à 1000 ? Mais merci de l'opportunité, parce qu'effectivement, c'est une vraie question. Et tout à l'heure, dans la discussion qui a eu lieu, j'ai entendu le mot bon sens. Et c'est effectivement du bon sens qui doit se mettre en place. Alors, qu'il y ait une loi, c'est vraiment très bien et c'était nécessaire et ça permettra à tout le monde d'avancer. Maintenant, le bon sens, c'est qu'elle s'adresse à tout le monde, en fait. Parce que, logiquement, et je pense que c'est qu'une question de temps, mais le plus rapidement possible, il faut que ce soit une loi pour toutes les entreprises. Et ça m'intéresserait, après coup, peut-être qu'on peut en discuter tous ensemble, de savoir comment ces négociations par rapport au seuil de 1000 a été discutée, a été décidée et mise en place. Mais c'est peut-être pas le bon moment. Donc, la réponse à ta question, Catherine, est évidemment oui. Elle est incitatrice, pour employer le mot que tu cherchais. Et on ne va pas attendre effectivement que la loi s'applique à nous pour se l'appliquer à nous-mêmes. Mais au-delà de ça, il y a beaucoup de sociétés comme Lenovo en France qui sont en fait des filiales qui existent dans un pays, donc en France, mais qui sont filiales de multinationales. Et Lenovo est un groupe de 70 000 personnes dans le monde. Et ce qui est bon pour la France en termes de diversité sera forcément bon pour le reste du monde. Donc c'est un peu un trompe-l'œil. C'est pas pour moi les signes. Non, pardon. Donc c'est un peu un trompe-l'œil de dire que l'on est effectivement que 300 en France. Donc évidemment qu'on n'a pas attendu qu'il y ait ces discussions pour se l'appliquer à nous-mêmes. Et puis c'est un sujet qui fait partie des valeurs de l'entreprise Lenovo depuis plus de 20 ans maintenant et qui est en fait quelque chose qui se met en place dans le temps avec beaucoup d'initiatives. Et moi, j'aime bien, lorsque l'on parle de mixité, ou en tout cas de diversité ou de parité, je suis quelqu'un qui aime bien les chiffres, et je mets toujours des chiffres derrière, et au-delà des intentions ou de la volonté que l'on a, ou du bon sens dont on parle, après, pour des entreprises comme nous, ou comme la nôtre, moi, j'aime bien toujours passer à l'action, et de se dire, puisque la loi arrive dans 5 ans, il faut qu'on obtienne ou qu'on arrive à cet objectif. Donc comment on va faire pour arriver à cet objectif? Et c'est là où ça devient intéressant, au-delà de toutes les sensibilités, de la partie émotionnelle qui peut exister avec les biais qui ont été très très bien décrits jusqu'à maintenant. Je pense qu'il y a aussi une partie, alors pardonnez-moi le mot que je vais employer pour ce type de sujet, mais une partie exécution, mise en œuvre, avec des points de contrôle, des KPIs, peu importe comment on appelle ça, mais de se dire, aujourd'hui on en est là, et comment on fait pour être à une parité parfaite dans 2 ans, comme l'engagement que j'ai pris, extrêmement volontaire, mais on ne part pas de très loin, on a 40% de présence féminine dans l'effectif de Lenovo France, mais quand même, et de se dire comment on va faire. Et donc, mettre des chiffres en face ou derrière, et de regarder, mois après mois, comment on progresse, quelles sont les activités, qu'est-ce qui nous manque, qu'est-ce que l'on met en place, et ainsi de suite. Et on a un certain nombre d'actions, pour répondre à ton point, Catherine, qui, dans les embauches que l'on doit faire, donc on a pris des décisions, mais qui existent, je pense, dans la plupart des entreprises maintenant, qui sont des choses très simples. On ne recrute pas une personne si, à minima, on n'a pas eu le choix entre un homme et une femme. Je pense que c'est tellement basique, mais ça doit faire partie des règles que l'on s'impose. Et si on n'a qu'un homme comme candidat, on n'avance pas, on va chercher une femme comme potentielle candidate en face de
de l'homme ou en tout cas qui pourrait être recruté sur ce poste. Ça, ce sont des règles extrêmement basiques. Et puis après, dans la progression, dans la rotation des employés dans l'entreprise, on a décidé d'une initiative qui est tellement simple que je pense qu'elle existe partout, mais c'est de se dire, on a effectivement un problème, je vous rejoins, sur l'identification de talents féminins, même parfois l'identification de talents masculins, ou peu importe le sexe, de talents tout court. Qu'est-ce que l'on prend comme initiative tous ensemble, parce que c'est un sujet qui doit être vécu par toute l'entreprise, tout le monde, et porté par tout le monde. Et la règle, elle est très simple, elle est de dire à chacun des employés, je suis sûr que tout le monde peut nous recommander une femme, un homme qu'il souhaiterait voir intégrer l'entreprise demain. Et nous, on est petits par rapport à la taille de vos entreprises, on est 300, mais rien qu'avec cela, on a potentiellement le choix entre 300 candidats et 300 candidates demain pour se développer. Et c'est comme ça aussi qu'on a créé ou qu'on a commencé à créer notre talent pool, peu importe les termes que l'on emploie, mais en tout cas, des candidates qui peuvent nous rejoindre demain pour atteindre l'objectif que l'on s'est donné de la parité 50-50 d'ici fin 2023. Donc voilà une des actions phares que l'on met en place. Puis il y en a bien d'autres, mais je pense que tu vas me dire que je n'ai pas assez de temps. Oui, c'est bien. Je te remercie, Eric. Bon, je vais passer la parole. Alors c'est vrai, pris par le temps, je vais demander à Marie-Pierre de réagir parce qu'en effet, c'est intéressant, tu vois, ce que mettent en œuvre les entreprises. Et après, on va prendre quand même quelques questions avant donc la clôture avec Madame la Ministre. Bon, Marie-Pierre. Alors, peut-être, je voulais sciemment répondre après vous parce que je savais que vous alliez avoir des questions à me poser. Alors, peut-être trois remarques sur le texte et puis une plus globale pour réagir à ce que vous avez dit. Alors, concernant le texte, rappelez d'abord, que les instances, ce ne sont pas les CODIR et les COMEX qui sont visés par le texte, ce sont les instances de direction dirigeantes, qui sont spécifiquement définies dans le texte. Donc, si demain, ce sont les comités stratégiques, les comités de pilotage, que sais-je, qui deviennent les enjeux stratégiques du pouvoir de l'entreprise, ce seront bien ces cercles-là qui seront visés par le texte. Premièrement, concernant le seuil. Le seuil, en effet, ça a été une discussion. On a eu quand même beaucoup d'amendements qui proposaient de diminuer ce seuil. Pourquoi ? Moi, j'ai tenu à rester au 1000. Et vraiment, c'est une conviction personnelle. La première, c'est qu'en ce moment, les plus petites entreprises, et j'en ai beaucoup sur mon territoire, j'étais hier avec 15 PME, mettent en place en ce moment l'index de l'égalité professionnelle. Alors même si le texte, la contrainte va être imposée d'ici 5, 8 ou 10 ans, la concomitance des éléments en sortie de crise, moi je ne voulais pas envoyer un signal aux plus petites entreprises qu'on allait leur ajouter des difficultés. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, Elisabeth est là et a signé les décrets d'application, et elle sait que je les ai passés au screen, comme on dit. Et donc, le texte, en effet, impose une contrainte aux entreprises de plus de 1000 salariés, mais les entreprises de moins de 1000 peuvent publier sur le site du ministère du Travail leurs données. Donc, si vous voulez participer au jeu, évidemment, vous êtes le bienvenu. Donc, je vous invite à publier dès l'année prochaine, voire même dès cette année, en fait, dès septembre, vos éléments sur le site du ministère du Travail. Vous pourrez le faire comme les autres entreprises. Mais en effet, la contrainte à date ne vous est pas encore imposée. Peut-être que cela viendra. Le dernier point que je voudrais indiquer, c'est que la loi Copé-Zimmermann, je l'ai souvent dit, c'était un escalier extérieur. C'est une féminisation qui était relativement simple, puisque c'était une féminisation renouvelée par ailleurs de membres extérieurs à l'entreprise. Là, véritablement, j'ai vu tout à l'heure passer une diapositive très drôle sur le plafond de verre. En effet, c'est véritablement la question du plafond de verre, parce que vous l'avez tous dit, pour atteindre ces objectifs, il va falloir revoir la manière dont on promeut, dont on recrute à l'intérieur de l'entreprise. Donc un escalier intérieur qu'il va falloir effectivement peut-être transformer, revoir et réorganiser différemment. Et puis peut-être une remarque générale. Moi je comprends quand on parle en effet du fait qu'il faut coacher les femmes, les mentorer, je comprends très bien et c'est probablement à date ce qu'il y a de plus pragmatique et de plus utile. Néanmoins, je me permets de le dire,
Moi, je me demande si ce n'est pas la société qu'il faudrait coacher. Ce n'est pas les femmes qui ont besoin d'être coachées. C'est l'ensemble du système. Parce que, à force de rappeler aux femmes qu'elles ont besoin d'être coachées, formées, mentorées, on fait croire aux femmes qu'en l'état, elles ne sont pas capables de prendre des responsabilités. Or, moi, je n'y crois pas du tout. On vous offrira le dessin. Et donc, je crois que c'est vraiment important parce que lorsque, effectivement, on vit avec Elisabeth dans un autre milieu qui est l'écosystème politique, eh bien, effectivement, quand on est arrivé aussi nombreuses, aussi peut-être jeunes, aussi, entre guillemets, inexpérimentées à l'Assemblée nationale, je vous assure qu'on ne nous ratait pas. On se trompait de salle, ah ben c'est normal, elle ne connaît pas. Elle a mal rédigé son amendement, ah ben on vous l'avait dit. Donc, vous voyez, ce que je veux dire par là, c'est que on ne peut pas, et par ailleurs, en effet, le fait que si une femme commet le pas de travers de temps en temps, comme les hommes, eh bien évidemment, c'est parce que sa place, en fait, véritablement n'est pas là, et si elle est là, c'est parce qu'elle est une femme quota, et on vous l'avait bien dit, elle n'est pas compétente. Donc il faut qu'on fasse très attention aux signaux que l'on envoie aux femmes, et être peut-être aussi, comment dirais-je, convivial, bienveillant à l'égard des femmes, qu'on peut l'être à l'égard de nombreux hommes. Merci, bravo. Bon, ben, je crois que là maintenant il est temps de prendre, en effet je squeeze le deuxième round, vous avez vu, parce que bon, je préfère qu'on prenne les questions et puis de toute façon voilà, vous pourrez répondre aux questions, dont Florence. Donc effectivement, j'ai quelques questions. La première, c'est parmi les actions, on parle souvent de mentoring, je l'ai entendu. Est-ce que vous avez la certitude ou des éléments pour vous démontrer que ces programmes sont efficaces ? Moi, j'ai envie de prendre un point et de rebondir sur ce que vous venez de dire. Le mentoring, pour qui ? C'est pour les femmes ou c'est pour les hommes ? Pour les femmes. C'est peut-être juste ce que j'ai envie de dire. Oui, mais pourquoi on parlerait de mentoring ? Parce que je pense que l'une des plus grosses problématiques qu'on a, c'est les hommes et les doutes. J'entendais encore dernièrement, il y a 2 jours, un homme qui faisait partie de nos anciennes équipes, qui a une femme extrêmement brillante et qui m'assurait comme ça, mais le monde n'a pas changé, c'est toujours aussi dur pour les femmes. Je pense qu'on doit mentorer les hommes. Et puis après, peut-être qu'on mentorera les femmes. Alors, une question plus organisationnelle sur les ressources humaines. Est-ce que vous avez tous dans vos organisations des personnes dédiées à l'inclusion ? C'est-à-dire donc c'est 100% de l'activité sur l'inclusion et la mixité de manière générale. Oui, la réponse, elle est oui. Mais je pense que ce qui est extrêmement important, c'est que ces personnes-là soient des personnes extrêmement influentes, avec un poids politique derrière très fort. Nous, on a un programme qui s'appelle 50-50, qui est vraiment un programme de transformation culturelle, de formation, d'accompagnement, de mentoring. On utilise toute la boîte à outils. Et en parallèle de ça, nous avons nos propres objectifs. Cette année, par exemple, avec Catherine MacGregor, on a vu que si on voulait vraiment faire évoluer les choses, on a un objectif à 2030 d'avoir 40% dans les femmes cadres. Donc dans nos 40 000 femmes dans le monde entier, être à 40%. On est à 29% aujourd'hui. On a fixé un objectif pour cette année d'avoir 35% de recrutement femmes dans ce type de poste. Parce que c'est en travaillant sur la base qu'on va arriver à travailler sur les différents étages. Sinon, on aura des quotas, et c'est très bien, ce n'est pas une critique, on aura des quotas pour le top management, mais la réalité de la vie des gens ne changera pas assez vite. Merci beaucoup. Alors, comme d'habitude, j'essaie d'équilibrer un petit peu l'interaction digitale, mais pour les personnes qui sont... Est-ce que des personnes qui sont là cet après-midi auraient une question ? Effectivement, il y a une question tout au fond de la salle. La lumière dans la salle. Vous voulez vous présenter, s'il vous plaît ? Bonjour, Chloé Desjardins de General Electric. Moi j'ai une question, on a beaucoup parlé de recrutement, mais est-ce qu'il y a une réflexion sur la partie rétention et une analyse de la façon dont les femmes quittent leur activité, quittent pour autre chose, ou
Surtout qu'il y a une étude, juste pour préciser, faite par Claudine Schmuck, Global Contact, Gender Scan, qui précise qu'il y a plus de départs de femmes dans le secteur technologique et scientifique. Je peux peut-être répondre à cette question-là. Effectivement, ça ne sert à rien de recruter des gens, de les former, de les promouvoir si à la fin ces personnes partent. Le gros enjeu pour les entreprises, c'est de créer des conditions de travail qui fassent que les femmes et les hommes se sentent très bien dans l'entreprise. Tout le travail sur le télétravail, la bienveillance, la façon de travailler, de manager, etc., les crèches en entreprise, tout l'enjeu, il est là et ça intéresse les femmes et ça intéresse les hommes. Maintenant, un point pour compléter votre question. Une des conséquences de votre loi, c'est que les entreprises qui étaient trop paresseuses pour faire le travail de recrutement et de promotion vont aller chercher chez d'autres entreprises les femmes dont ils ont ou elles ont besoin. Mais je suis assez confiant sur le fait que les femmes sont assez intelligentes pour ne pas se tromper de cible et savoir reconnaître les vraies entreprises qui ont des ambitions de celles qui cherchent à acheter des quotas. Merci. Message passé. Merci, bonjour, merci d'être présents ici. Je me poserai la petite question de savoir comment ça se fait qu'aujourd'hui on est obligé encore de faire des lois alors qu'en 2022 la place de la femme devrait être en place depuis je pense des années, des décennies et quand même merci de faire des lois mais pourquoi on doit faire encore des lois aujourd'hui? Vaste sujet. Parce que les choses ne changent pas sans la loi. Et on a vu effectivement donc, la loi Copé-Zimmermann qui avait été adoptée il y a 10 ans. Il y avait une promesse qui avait été faite par l'écosystème à Marie-Jo Zimmermann qui était que ça ruissellerait automatiquement sur les instances de direction. 10 ans après, ça n'a pas du tout bougé. Hein. On est toujours à 22%, mais quasiment pas. Donc effectivement, sans la loi, et notamment sans les quotas, eh bien, ça ne progresse pas. Et ce n'est pas nécessairement lié à notre pays, hein, je vous le dis tout de suite. On le voit dans les pays du Nord, la Norvège qui a imposé des quotas a une féminisation de ses instances de direction et de gouvernance, et la Suède, inversement, qui n'en a pas, eh bien, sur le top management, a les mêmes difficultés que chez nous, et donc également les mêmes inégalités économiques que chez nous. Donc au final, malheureusement, il faut en passer par la loi. Mais moi, je ne crois pas que ce soit une fin en soi. C'est un moyen. Espérons que dans les décennies à venir, effectivement, nous n'en aurons plus besoin. Mais en attendant, aujourd'hui, c'est utile. Un de mes professeurs disait toujours que les idées meurent avec les gens qui les soutiennent. La réalité, c'est que le temps de la transformation culturelle est très long et que la loi est un accélérateur. Tout ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est ça. Merci beaucoup. Dernière question? Il n'y aura plus de questions. Bon, alors donc on fait, voilà. Écoutez, alors moi j'ai une dernière question de conclusion. Hein. Donc je vous demanderai d'être bref dans vos réponses. Et si vous devez, parce que c'est toujours important, nous on est au Cercle Interrel, d'avoir vraiment toujours un plan d'action, des actions concrètes. Enfin, c'est un peu la marque de fabrique du Cercle. Nous faisons des kits, un petit peu, vous avez vu le kit sur l'IA ou kit sur comment faire des réseaux. Donc moi, je vous demanderai en effet de choisir un levier principal, une action phare, pour réussir cette mise en œuvre de la loi Rixain, mais surtout cette ambition qu'avait d'ailleurs Marie-Pierre Rixain quand elle a fait la loi de l'autonomie économique des femmes et la parfaite égalité dans l'entreprise. Donc, une action. Qui démarre? Laurence. Je vais commencer. C'est qu'on soit sûr qu'on est à bord de l'ensemble de nos actions, des hommes et des femmes. Parce que on peut se démener autant qu'on veut. S'il n'y a que les femmes qui se démènent, on ne peut pas réussir à atteindre cette parfaite mixité. Voilà. Très bien. On note. Je vais dire la même chose, mais différemment. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Alors, je vais essayer de dire autre chose. Toujours difficile pour les derniers, là. Mais qui va rester très simple dans la lignée de ce que j'essaie d'essayer de passer comme message. C'est vraiment préparer le développement des femmes et également au plus jeune âge de motiver des femmes pour qu'elles soient intéressées au métier que l'on porte aujourd'hui. C'est bien vrai. Moi, je vais parler de ce qui a marché. C'est juste la volonté
dirigeants. Ça vient par en haut, ça a été vraiment insufflé auprès de toute l'entreprise et ça vient en fait d'une décision du plus haut niveau. Donc oui, les quotas sont importants parce que si on n'initie pas plus vite, on n'aura pas suffisamment de femmes dans les comités de direction qui elles-mêmes nommeront des femmes dans les jobs suivants. Merci beaucoup Juliette. Et le mot de la fin avec Marie-Pierre, est-ce qu'il va y avoir une loi Rixain 2 ? Alors, je ne sais pas s'il y aura une saison 2. Pour qu'il y ait une saison 2, il y a une petite étape préliminaire. Un détail. Et donc, suite au prochain épisode, je dirais. Bon, on te souhaite le meilleur. Écoutez, je pense qu'on peut applaudir nos panélistes. Et les remercier pour leur engagement. Alors, si vous voulez sortir par là, non, je ne sais plus, par là ou par là, mais je ne sais plus, à droite, à gauche, par là. Par là. Mais la séquence n'est pas terminée parce que nous avons posé la même question à d'autres dirigeantes et dirigeants du Cercle Interrel, donc qui n'ont pas eu la chance d'être sur scène avec nous, mais qui sont donc en vidéo et vous verrez que ces témoignages sont formidables. Merci beaucoup. J'ai eu peur qu'elle oublie de l'avancer, donc je suis restée sur scène. Le premier levier, c'est celui de l'accompagnement des femmes dans les parcours professionnels. À des moments critiques aussi, comme lorsque, par exemple, elles partent en congé maternité, d'être en capacité de les suivre, de les accompagner, y compris à leur retour. Il y a aussi la prise de responsabilité qui est importante au moment où la femme devient dirigeante dans son équilibre vie professionnelle, vie privée, et nous leur proposons régulièrement du coaching. Un levier aussi qui concerne la rémunération variable des dirigeants pour les inciter finalement à promouvoir la mixité, par exemple, dans leurs équipes de direction que nous venons de mettre en place. Je crois en l'importance du réseau d'employés dans le développement de carrière. Construire et étendre son réseau est une étape importante pour accroître la visibilité des femmes dans les entreprises. Alors, ce qui est important, c'est que les femmes doivent être actrices de leur carrière. La création de la ritualisation d'événements, d'actions en faveur de la mixité, de sensibilisation au sexisme. On a fait des ateliers à l'occasion de la Journée internationale du droit des femmes. Je pense que c'est des actions intéressantes et qu'il faut multiplier tout au long de l'année pour que cette culture de mixité se développe et prenne. Deuxièmement, il faut un engagement, parce qu'on veut aussi des dirigeants qui encouragent et qui soient aussi exemplaires là-dedans. C'est vraiment le fruit d'une politique très volontariste de la direction qui a mis en place une logique de plan de remplacement et donc avec la présence au moins d'une femme dans chacun des plans de remplacement des cadres dirigeants et des cadres supérieurs aux postes clés de l'entreprise. Il y a également tout un travail qui a été fait sur les viviers, sur les talents, donc identifier les talents féminins et masculins de l'entreprise et veiller à une parité justement dans cette promotion de talents. Tout commence par mesurer, en parler, comparer les entreprises, mais je crains qu'effectivement il faille beaucoup de temps et de ce point de vue-là, la loi Rixain va nous permettre d'accélérer en France. Mais c'est vrai que dans une entreprise comme Orange, où on a déjà atteint aujourd'hui plus de 30% de femmes dans le comité de direction, on a besoin de rôle modèle, on a besoin d'attirer des talents. La filière numérique n'est pas une filière qui attire assez de femmes. Donc on a besoin de travailler dès le collège pour convaincre les jeunes filles qu'il y a des métiers passionnants dans le numérique, dans les télécoms. On a besoin ensuite d'expliquer aux jeunes femmes quand elles rentrent dans l'entreprise que l'on peut progresser dans l'entreprise, que c'est tout à fait compatible d'avoir une vie de famille, une vie personnelle, une vie professionnelle et de réussir. Et puis on a besoin de rôle modèle, et puis on a besoin ensuite de patrons et de patronnes qui s'engagent et qui développent les talents, les hommes comme les femmes. Et on a tous besoin d'être convaincus que des équipes diverses sont des équipes plus performantes, ce dont je suis absolument convaincue.
Donc j'espère que vous avez apprécié tout ce que nous vous avons préparé. J'invite mes partenaires de cet atelier Mixité Gouvernance à monter sur scène, car nous avons beaucoup travaillé pour vous, avec enthousiasme. Nous avons vraiment apprécié tous les temps, nous avons fait des connaissances et nous avons apprécié tout ce travail collectif depuis de nombreux mois. Je vous encourage à vous approprier le contenu du marque-page que nous vous avons préparé, qui est dans votre dossier et sur le site du colloque. Et puis, voilà, nous vous encourageons à vous former à la gouvernance afin d'aider vos entreprises à atteindre ces 30% pour celles qui sont concernées, bien sûr. Soyez des femmes inspirantes et puis incitez vos entreprises, même s'ils ne sont pas concernés par ce seuil, à vous impliquer et à avancer sur ce sujet. Voilà, nous savons que la création de valeur liée à la mixité a été analysée et prouvée, et c'est aussi un moyen d'attirer et de retenir les talents. Donc, à vous de jouer.